Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog qui est plus ou moins thématique. Si vous aussi vous regardez le YouTube anglophone, vous avez sûrement déjà vu des vidéos qui s'appellent The Most Anticipated Releases of the Year, The Most Anticipated 5 Star, My Most Anticipated Favorites. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire moi-même cette vidéo. J'ai donc sélectionné plusieurs livres afin de savoir si j'ai raison et si mes prédictions sont bonnes. Je vais donc vous montrer les 3 livres que j'ai en physique et un qui s'est rajouté hier lorsque je l'ai débuté. En premier, on a un livre qui est traduit de l'anglais, écrit par une américaine, que vous connaissez peut-être sous son titre original, dont j'avais entendu parler par Flowfly lors de la rentrée littéraire, puisqu'il a été publié en France à cette occasion, Le délicieux professeur V de Julia May Jonas, qui en anglais s'appelle Vladimir. Dans ce livre, on suit une enseignante qui est mariée à un enseignant d'université. Ils sont tous les deux aux États-Unis sur la même fac. L'héroïne va tomber amoureuse, ou du moins va être fascinée par un de ses confrères qui est plus jeune qu'elle. Ensuite, on a un livre qui n'est malheureusement pas encore traduit en France, mais que j'ai tellement hâte de lire, et il s'agit de Yellowface de Rebecca F. Kuang. J'ai adoré Babel. Ici, on est beaucoup plus sur de la literary fiction, comme ils appellent ça, et on va suivre une femme qui est écrivaine mais qui n'a pas beaucoup de succès, et l'une de ses amies d'université écrit aussi et est très plébiscitée. Un jour, c'est d'ailleurs la première phase du roman, eh bien elle décède et notre héroïne assiste à cette mort. Et en trouvant un manuscrit, elle prend la décision de s'en emparer et de se l'attribuer. Et on va suivre cette histoire. Il paraît que c'est très cynique et je suis vraiment très curieuse de découvrir ce livre, puisque là on est sur du contemporain, ce qui est beaucoup plus ma came que les autres livres qu'elle a écrits. Et enfin, le dernier livre physique que je vais vous mentionner, il s'agit d'un livre qui est publié aux Escales mais qui est traduit là encore des États-Unis et qui est donc Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Et ici on va suivre une femme qui a été agressée lorsqu'elle était plus jeune par son professeur, mais pour elle il s'agissait réellement d'une histoire d'amour. Elle va être recontactée par une enquêtrice qui découvre que ce susdit professeur a agressé d'autres élèves et elle va revenir sur ce passage de son existence. C'est un énorme livre, mais on va découvrir ça ensemble. À mon avis, ça va être très dur pour tous les ouvrages que je viens de mentionner. Et pour le dernier dont je vais vous parler, je pense que là aussi, ça va me prendre au cœur, puisque ça a déjà commencé à le faire hier soir. Il s'agit de Open Water, qui est écrit par Caleb Azuma Nelson, qui est anglais. Dans ce livre, on va suivre 2 personnes, 2 jeunes, qui vivent à Londres, et qui sont tous les 2 noirs. Et ça va prendre une grande place dans cette intrigue, dans cette histoire d'amour. C'est à la fois des scènes du quotidien qui sont enchâssées les unes dans les autres et qui amènent à la célébration de cette culture, de cette existence en tant que personne noire dans Londres. Et c'est vraiment un milieu urbain que j'apprécie énormément. La prose est absolument sublime, je le lis en VO pour le coup si ça vous intéresse, mais il est désormais paru en français. Il est même publié depuis peu chez Point. Il a été édité chez De Noël en grand format. Je prends un plaisir monstre à le découvrir, donc je vais vous faire part de toutes ces avancées littéraires à travers cette vidéo, et j'espère que je vais au moins trouver un 5 étoiles. Je vous retrouve, je pense que nous sommes le surlendemain, et hier soir j'ai terminé Open Water. Vous savez, je suis une lectrice qui ne pleure pas. Lorsqu'elle découvre une œuvre, elle peut être touchée, mais elle va rester statique. Il n'y avait qu'un seul livre qui avait réussi à me faire tirer les larmes sans que je ne le veuille. Vous savez, ces larmes qui coulent toutes seules, sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est arrivé. Hier, il ne me restait que 20 pages et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de ma lecture, je m'étais attachée à ces personnages. Et il y a un point culminant où tout se brise. Je vais vous expliciter plus ou moins ce qui s'y passe et puis je vais vous mettre des trigger warnings aussi parce qu'il y a des éléments qui, à mon avis, peuvent en toucher certaines et certains. Dans ce livre, on suit donc 2 personnages qui ne sont jamais nommés. Et ce roman a la particularité d'être écrit à la 2e personne du singulier. Quelque chose que je trouve très novateur, que j'ai déjà rencontré dans certains romans, mais qui n'est pas récurrentement fait. Et c'est, à mon sens, ce qui apporte vraiment une originalité à ce récit. En fait, ce que j'ai trouvé fascinant, au-delà de cette relation,
et de l'attrait que j'avais pour ces personnages, c'est surtout l'envoûtement que j'ai eu à découvrir la prose, les phrases de l'auteur, puisque en quelques mots, moins d'une ligne parfois, il arrive à transmettre tellement de choses qui sont sensorielles. Dans la description d'un rayon de soleil qui traverse la fenêtre et de ces deux êtres qui sont assis sur le canapé, on voit la scène, on la ressent, on se figure totalement les sentiments des deux personnages, de cette sensation ineffable que l'on a lorsqu'on rencontre quelqu'un avec qui on se sent 100% soi. Dans ce roman, il y a des phrases qui reviennent régulièrement. Et il y a une phrase qui m'a particulièrement parlé. L'auteur prend bien la peine de faire la distinction entre être vu et être regardé. Et ça va prendre une place très très importante dans le récit. La notion de prendre sa place, d'avoir une place, est également prépondérante. Et ce sont deux éléments qui me tiennent énormément à cœur. À partir de là, il m'avait déjà gagné. Et puis, il y a des scènes qui sont dures pour les questions culturelles qu'il évoque. Et là, j'arrive dans les trigger warnings. Il y a des scènes de deuil, il y a des scènes de violence policière. On voit tout le racisme prégnant qui est en Angleterre. Si ça vous touche en France, ou même ailleurs, vous serez forcément touché. Personnellement, c'est des questions pour lesquelles je ne suis pas concernée, on se le dit, mais qui me touchent pour la violence que c'est, pour l'inhumanité dont ça fait preuve, et de fait pour les questions sociales et sociétales que ça entraîne. Ce qui est assez fou, c'est que pendant tout le roman, il y a ces deux questions que sont l'histoire d'amour et les questions de racisme en Angleterre qui sont présentes. Et on n'arrive pas tellement à voir le lien. Et au bout d'un moment, tout se rejoint et ça forme un tout qui est très très bien mené. Et qui pose beaucoup plus de questions que ça pourrait paraître. Ça m'a vraiment heurtée. Ce que j'ai adoré également, c'est que les deux protagonistes sont des artistes. L'homme est photographe et la femme est danseuse. Et la place de l'art, des arts et la passion qu'on leur porte est le tout de ce récit. C'est-à-dire que grâce à sa plume, il va montrer et il va nous faire ressentir tout le rythme qu'ils ont lorsqu'ils sont en soirée, lorsqu'ils se rencontrent, lorsqu'ils vont dans des bars et qu'ils entendent leurs amis musiciens jouer. À partir du moment où on me parle d'art, de musique, de passion en fait, que ça soit la littérature, que ça soit la musique, que ça soit le cinéma, que ça soit la photo, je crois que c'est vraiment quelque chose qui me parle parce que c'est là depuis des années pour moi, sans prétention aucune, mais que forcément, quand on parle de choses que j'apprécie, eh bien je suis tout de suite emportée. Est-ce que pour autant c'est un 5 étoiles? Je pense que c'est un 4,50 puisque la fin, eh bien j'ai trouvé qu'elle retombait. Ça tirait sur quelque chose qui aurait pu s'arrêter antérieurement, mais ça reste une excellente lecture, vraiment c'est un 4,5 ou 4,75. On reverra à la fin de la vidéo, peut-être que j'échelonnerai. Voilà pour ce qui est de ce premier livre qui a été une sublime découverte. Ouais, je pense que ça peut constituer un coup de cœur. Quoi qu'il en soit, au niveau des notations, je pense que je referai un point à un moment parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu perdu. En soi, ça constitue pas forcément un intérêt quelconque, c'est juste une façon de régencer plus ou moins les sentiments qu'on a eus à la découverte d'une œuvre. Du moins, c'est comme ça que je l'interprète. Mais par exemple, si vous me voyez noter un livre 3 étoiles, ça veut pas dire qu'il était mauvais. C'est juste que oui, je l'ai trouvé bien, mais que personnellement, ça m'a pas touché outre mesure. Mais on en reparlera peut-être, je pense. Quoi qu'il en soit, je vais entamer la prochaine lecture. C'est le moment où je vais passer un coup de gueule d'ailleurs, puisque comme je vous l'avais dit et je vous l'avais montré, il y a 3 livres que j'ai envie de lire et qui sont potentiellement des favoris à venir. J'ai découvert hier que ce livre-ci, eh bien on me l'avait vendu sur Vinted et que c'est une épreuve non corrigée. Et ça, c'est très illégal. Bon, pour autant, j'ai quand même envie de le lire, hein, mais je trouve ça déontologiquement très très moyen, donc un peu déçue. Mais passons, puisque je vous ai demandé si vous préfériez que je commence par celui-ci, Ma sombre Vanessa, ou Yellowface. Le grand gagnant à l'heure actuelle, et je pense que ça restera celui-ci puisqu'il est bien en tête, eh bien il se trouve que c'est Yellowface de Madame Rebecca Kuang. J'ai appris hier encore qu'il allait être traduit et qu'il serait en France aux éditions Ellipsis à partir de mai. Donc je pense que je vais le débuter aujourd'hui. Je pense que je vous reprendrai pendant ma lecture puisque celui-ci est plus long que le précédent. Open Water ne faisait que 150 pages et que là il en fait 320. Donc aujourd'hui, après avoir rechecké la vidéo que j'ai envie de vous poster dimanche et qui ne me convient pas, je pense que j'irai déposer des livres en boîte à livres et que je démarrerai cette lecture.
to the nasty part. Yeah, it could go off any second. So ladies first, so go and start. We ain't got a place to go. Now get ready, set and go. Yeah, I'm on a mission for you. On se retrouve, on est quelques jours plus tard. J'ai bien débuté Yellowface et je suis actuellement à moins de 100 pages de la fin. On va donc suivre June, notre protagoniste principale, qui était amie avec Athena, une jeune femme d'origine chinoise qu'elle a rencontrée à l'université de Yale. Les deux femmes étaient amies, mais c'était plutôt de convenance. Elles étaient toutes les deux dans l'industrie littéraire et elles publiaient toutes les deux. Athéna avait grand succès contrairement à June, et un soir, lorsque elle fête l'acquisition des droits de la part de Netflix pour une œuvre qu'Athéna a écrite, et bien cette dernière s'étouffe avec un pancake. Par une accumulation d'incidents, June va décider de s'attribuer le texte qu'Athéna venait de terminer et de le faire publier en son nom. Et il s'avère que ce dernier va devenir un best-seller. Mais tout l'enjeu de ce livre est de savoir si quelqu'un va comprendre et dévoiler le fait que cette dernière ait volé ce manuscrit. J'ai donc bien avancé. Je suis actuellement au chapitre 17. J'ai vu beaucoup d'avis dithyrambiques. Je dois avouer qu'il a tout pour faire un page-turner. Clairement, je l'ai dévoré et je me délectais de ce que je lisais, j'avais toujours envie d'aller à la suite. Cependant, il y a certains chapitres qui pour moi étaient relativement anecdotiques. Du chapitre 10 au chapitre 13, c'est vrai qu'on est plus ou moins en flottement. Dans les premiers chapitres, peut-être le 5e, il y a une piste des enjeux de l'histoire. Je vais pas spoiler ici puisque à mon avis il y a plusieurs personnes qui souhaiteraient le lire et qui ne l'ont pas encore lu. Mais si vous l'avez lu, à mon avis vous verrez de quoi je parle. Il y a donc un moment où il y a une rencontre avec le public et où il se passe quelque chose. Et June est perturbée par cet événement et il n'y aura jamais de rappel de cet événement au fur et à mesure des chapitres suivants. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une lacune dans la narration. Maintenant, c'est prenant et la plume est relativement acerbe sur tout le milieu d'édition et notamment l'appropriation culturelle, ce qui était évident. Maintenant, je trouve que certains passages sont relativement lourds. On est sur cette fine distance où R.F. Kuang fait part d'éléments qu'elle a rencontrés ou du moins s'inspire d'éléments dont elle a pu être témoin dans la réalité. Et donc cette notion d'autofiction en quelque sorte fait que je me dis que j'aurais peut-être préféré un essai de sa part quant à sa vision du milieu de l'édition. Quoi qu'il en soit, il est très prenant, ça c'est indéniable. Si vous voulez quelque chose qui se lit très vite, très bien, je vous conseille très grandement. Maintenant, je sais pas trop où est-ce qu'elle va m'emmener, parce que j'ai l'impression qu'elle fait des boucles constantes dans l'intrigue, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux de révélation, de vision de la part du public, de l'industrie quant à June, quant à la mémoire d'Athéna, quant à tous ses proches qui sont autour d'elle, quant à tous les enjeux économiques qu'il y a dans l'industrie du livre, notamment aux États-Unis. Je trouve qu'elle tourne un peu en boucle dans ses enjeux et dans son fil narratif. De toute façon, je vous en fais un retour quand j'ai terminé. Là maintenant, je vais juste revenir pour parler à nouveau de Open Water, puisque ça fait maintenant 5 jours que je l'ai terminé. J'avais mis 4 étoiles sur Goodreads, 4 étoiles 75 plus ou moins dans mes appréciations. Et j'y suis retournée aujourd'hui pour lui mettre 5, parce que ce livre m'habite toujours. C'est-à-dire que j'ai été tellement touchée par la rythmique de ses phrases, par les références qu'il utilise, les questionnements qu'il amène, que j'ai du mal à trouver mon compte dans les autres types de littérature que je peux rencontrer. J'ai déjà trouvé un livre qui, à mon avis, sera dans mon top de fin d'année, et j'ai hâte de lire d'autres textes de Caleb Azumah Nelson. Et pour ce qui est du livre suivant, je lirai Ma sombre Vanessa, et je pense que le Juliam et Jonas, je le laisserai pour un autre vlog, puisque je sais que Ma sombre Vanessa est un livre très dur à lire, et que, à mon avis, le Juliam et Jonas, bien qu'il me plaise, n'arrivera jamais à la cheville de celui-ci. En gros, il me reste à finir Yellowface, à lire Ma sombre Vanessa, et puis je pourrais clôturer ce vlog. Mais de toute façon, on n'en est pas encore là. On va se retrouver dans le plan suivant pour que je vous donne mon avis final sur Yellowface. Je vous retrouve, je viens vous annoncer que j'ai terminé Yellowface de R.F. Kuang. Comment vous dire ? J'ai une opinion assez partagée. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, on va suivre cette fameuse June à travers son parcours après avoir volé le manuscrit de Athéna. Encore une fois, c'est très prenant, très divertissant,
mais par rapport à la narration et à l'évolution de l'histoire, j'avais vu venir l'élément perturbateur, si l'on veut, depuis les 100-150 premières pages, donc c'était plus ou moins déceptif. Après, j'ai toujours pris un plaisir à découvrir le reste de ce qui m'était dit. Il y a un énorme sarcasme et un énorme cynisme par rapport au racisme au sein de ce milieu de l'édition, et j'ai rien à redire. Le ton était peut-être pas celui que j'aurais voulu l'avoir employé, mais c'était très bien fait dans son registre, et ça je peux pas l'enlever. Maintenant, je crois que j'ai pas eu ce que j'en attendais, et mine de rien, il me semble que je vous l'avais dit dans des plans précédents, mais elle tourne un peu en boucle sur tout ce qui se passe à l'intérieur de cette histoire. Ce que j'ai aimé, c'est que le personnage principal est pas manichéen, mais à la fin on se rend compte que Athéna non plus n'était pas manichéenne. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est vraisemblable quant au milieu de la littérature aux États-Unis et à la question économique derrière. C'est assez impressionnant la manière dont les best-sellers sont créés et comment ils sont targetés sur le marché. Le fait que ça soit inséré au sein de cette histoire, c'était vraiment super. C'est vraiment un page-turner. Le vocabulaire est pas extrêmement soutenu. Je pense que si vous voulez vous mettre à la lecture en anglais, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée. Et j'aurais bien aimé qu'elle prenne un petit peu plus de risques, je pense. Il y a des moments où je me suis dit, est-ce que ça va tomber dans le réalisme magique? Et en fait, ça l'a pas fait. C'était effectivement trop attendu, trop prévisible. À mon sens, elle a suivi une ligne directrice qui était trop plate, bien que sa plume ne le soit pas. Je crois que c'est pas très clair dans mes propos, mais de toute façon, je viendrai vous en reparler à la fin de ce vlog. Je vais aller poser mes idées sur le papier avant ça. Et puis voilà pour celui-ci. Je vais continuer la lecture de Ma sombre Vanessa, et puis je reviendrai vous en parler quand j'aurai bien avancé. J'ai lu que le premier chapitre hier soir. You say you wanna make it happen. You know what I want. Don't try to fight the heavens. Good girls aren't the one. On est le 21 avril et je reviens pour vous parler à la fois de la lecture que j'ai entamée et de Yellowface sur lequel je voulais revenir, étant donné que je n'ai pas explicité le sujet que s'approprie cette fameuse June. Le manuscrit qu'elle dérobe traite de la condition chinoise pendant la Première Guerre mondiale. Et le fait de le mettre sur le devant de la scène est très intéressant, mais ça n'a pas été traité en profondeur à mon sens. Aussi au niveau de ce qu'évoque R.F. Kuang dans ce livre, le problème c'est qu'il y a un énorme prisme qui est fait par rapport aux réseaux sociaux, ce qui aurait pu être intéressant, mais au bout d'un moment ça se répétait énormément, comme je l'ai dit. Le sarcasme il est là, le cynisme il est là, et en fait j'avais plus l'impression de lire une diatribe envers le milieu de l'édition états-unien auquel a dû faire face R.F. Kuang. Aussi, après avoir posé mes idées sur le papier, je peux vous évoquer l'élément qui m'a le plus plu, c'est vraiment le discours sur la solitude à l'ère des réseaux sociaux. Et pour moi, elle n'a fait que l'effleurer, ce qui est bien dommage. Tout son cynisme, toute sa critique par rapport au milieu dans lequel elle travaille était très enrichissant, mais pour moi traité trop en surface. Le sujet pour lequel je reviens, c'est surtout pour vous parler de Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Je suis à 40% du livre et je ne pensais pas faire un vlog où je pleure à chaque bouquin que j'ouvre, mais vraisemblablement c'est vers ça que ça se dirige, puisque là on va parler de Vanessa qui en 2000 était adolescente, elle avait 15 ans et elle a été envoyée dans un internat, dans un pensionnat d'élite aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, où elle a rencontré son professeur de littérature et elle mènera à travers ce livre une relation d'emprise avec lui. C'est très inspiré de Lolita de Nabokov. Il y a énormément de références à cette œuvre, à Nabokov en règle générale, puisqu'on a des références à d'autres de ses livres. On est entre deux temporalités, en 2017 et dans les années 2000, lorsqu'elle avait 15 ans. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal annoté, je vous évoquerai mon code couleur après. Je suis très mal à l'aise dans ce livre, ce qui est le but en soi. La protagoniste est un personnage très ambivalent. On se fie à elle tout en se rendant compte qu'elle est totalement biaisée par cette relation d'emprise. Même à l'âge adulte, on sent qu'elle laisse toujours une place à cet homme. À peine un quart du roman,
on a une scène de viol. Je vous avoue que je l'ai lu avant de dormir. J'étais pas très bien. J'étais pas très bien du tout même. Avant de vous lancer dans cette lecture, si vous le faites, regardez les trigger warnings. J'ai lu des livres compliqués, mais celui-ci l'est d'autant plus. J'ai eu du mal à me mettre dans les 80 premières pages, je dois l'avouer. Mais au fur et à mesure, je suis rentrée dedans. Je suis à la fois révoltée et triste quand je tourne ces pages. L'écriture est relativement subtile afin de montrer toutes les manigances, tous les actes de cet homme pour garder cette adolescente avec lui. On sent dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'elle relate, à travers une phrase, qu'elle conçoit qu'il y a des actes qui sont répréhensibles, mais qui n'accepte pas que ça soit de l'abus puisqu'elle est totalement éprise de cet homme qui a 20 ans de plus qu'elle. C'est émotionnellement très très prenant. J'ai à la fois envie de le continuer et j'en ai un peu peur. Soit je vais l'adorer pour la puissance des mots qu'il va me donner et pour le récit auquel je vais avoir affaire, soit il va finir bas parce que je vais être très mal à l'aise. Je vais vous parler de mon système d'annotation. J'ai utilisé des post-it orange, vert et bleu. Orange, c'est quand je suis énervée. Vert, c'est dans la mécanique et dans le déroulé de l'histoire, la manière dont le système d'emprise est mis en place. Et bleu, c'est quand je trouve ça triste et quand je suis en empathie avec la personnage principale. Je sais pas si je peux vous citer un passage. Donc là, elle a une discussion avec son professeur, avec qui elle a une relation, elle a commencé à avoir des relations sexuelles. Et elle s'interroge quant au fait qu'il ait déjà eu ce type de relation avec d'autres élèves avant elle. Je ne sais pas ce que je pense. Je sais ce que je veux croire, ce que je dois croire, mais j'ignore totalement comment ces choses s'alignent avec ce qui a pu se passer toutes ces années avant moi. Il enseigne depuis presque aussi longtemps que je suis vivante. Et plus tard dans le paragraphe, elle dit « Rien ne l'empêche de plonger sa main à l'intérieur et de prendre tout ce qu'il veut. Je suis spéciale, je suis spéciale, je suis spéciale. » Et avec ces extraits-là, vous pouvez vous rendre compte d'à quel point elle est sous emprise et à quel point elle veut pas accepter le fait que ça soit pas normal. Ce qui est plutôt logique pour une adolescente de 15 ans qui est encore jeune dans sa tête, mais c'est révoltant. Une autre phrase qui montre bien à quel point Nabokov est présent dans ce récit, c'est « Je voulais être une autre Lolita ». Et ça va revenir comme un refrain pendant tout le long du roman. Vraiment, si vous voulez le lire, si vous l'avez chez vous, regardez vraiment les trigger warnings avant parce que j'arrive à le lire, mais je sais que ça peut ne pas être le cas de tout le monde. Je sais pas si on l'a placé au même stade que A Little Life, mais à mon sens, même sans avoir lu A Little Life, je crois que c'est du même acabit. Je préfère pas trop m'avancer, mais il y a quelque chose de ce goût-là. Ou du moins ça a un impact assez similaire. Sur ce, je pense que je vais le continuer dans la journée et puis je reviendrai vers vous plus tard pour vous en parler. Je sais pas ce que je vais vous dire, vous montrer plus tard dans ce vlog, mais on se retrouve tout de suite pour vous et puis d'ici quelques temps pour moi. Je vous retrouve, ça fait quelques jours que je ne vous ai pas pris. Je reviens pour vous parler de ma sombre Vanessa. Je suis à 100 pages de la fin. Je ne pense pas que je lui mettrai 5 étoiles, mais j'espère pouvoir le terminer avant de vous poster cette vidéo. Je dis ça, mais il est tout à fait probable que la fin me donne quelque chose qui me permette de l'élever encore plus haut. Maintenant, je trouve que il est très juste quant à la nuance et à la subtilité qu'on peut ressentir en tant que victime. Même si je n'ai pas eu de relation similaire à celle que vit la personnage principale avec un professeur, je pense que ça retranscrit parfaitement la difficulté qu'il y a à accepter et à ressentir la place que l'on a dans une relation d'emprise. Ce qui est assez déroutant dans ce livre, c'est que contrairement à beaucoup d'ouvrages, la personnage principale n'est pas forcément quelqu'un de très aimable. Elle a une haute opinion d'elle-même, elle a certaines fois des phrases qui montrent à quel point elle a conscience de ce qui se passe, de ce qui s'est passé et de l'incohérence et l'anormalité qu'il y a dans la relation qu'elle a eue avec Strain, mais pour autant, elle ne veut pas tirer un trait sur ce qui est arrivé, bien qu'elle reconnaisse le fait que certaines relations, voire toutes, aient été des viols. C'est ça qui rend le livre très particulier, qui nous laisse une ambiance et une atmosphère très pesante. Je n'ai pas forcément envie d'y retourner tout le temps, et lorsque c'est le cas, j'ai un peu l'impression que c'est par fascination malsaine. C'est très bizarre dit comme ça, parce que l'autrice
a dit ne pas avoir vécu de tels traumatismes dans sa vie. Pour autant, on a vraiment l'impression de s'immerger dans toute la psyché, toute la pensée de la narratrice et c'est vraiment déstabilisant. Pour le coup, la scène la plus dure que j'ai eu à lire jusqu'alors, il me reste encore 100 pages, ne l'oublions pas, c'était celle du début qui se passe dans les pages 118, je pense, 120, qui est cette scène de première relation sexuelle entre les deux individus. Comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas arrêtée dans mes annotations. C'est un livre qui, bien que n'étant pas agréable à lire en quelque sorte et étant très pesant, laisse à réfléchir. Même si il ne figurera sûrement pas dans mes livres favoris, ça restera une lecture marquante dont je vais être imprégnée pendant très longtemps à mon sens. C'est un livre qui pose énormément de questions et qui parfois me met très mal à l'aise, comme je vous l'ai déjà dit, par ses nuances. Et il est parfois plus simple, surtout dans des livres qui traitent de sujets tels comme les VSS, de nous donner des personnages manichéens. Mais ce qui est intelligent ici, c'est que l'agresseur n'est pas forcément celui que l'on pourrait croire, n'est pas quelqu'un de totalement inconnu dans une rue, que la jeune fille n'était pas non plus l'archétype de celle qui était prête à se faire agresser, bien évidemment. Ça se dégage des clichés et c'est ça qui est très intelligent, très intelligemment fait. Je ne sais pas si la traduction a été bien faite puisque je n'ai pas lu la version anglaise, mais je trouve que c'est dépouillé tout en ayant des phrases très brutes à certains instants qui dégagent des vérités en très peu de schèmes. Quoi qu'il en soit, c'est une lecture coup de poing tout de même et je vous en dirai plus d'ici quelques temps. Je vais le poser et puis on va discuter de 2-3 autres recommandations culturelles. Livre aussitôt posé, tasse aussitôt prise. Depuis quelques jours, j'ai entamé la nouvelle série qui est sur Netflix et dont tout le monde a parlé, donc je me suis lancée dedans. C'est donc Mon Petit Renne. Mon Petit Renne, c'est une série qui se passe en Angleterre. Il s'agit d'un homme, d'un barman qui a toujours rêvé de devenir humoriste, stand-upper. Au final, il a terminé barman. Et lors d'un de ses services, une femme arrive et commence à lui parler et il commence à échanger, à sympathiser. Et elle revient tous les jours et il continue à discuter. Il s'interroge quant à elle puisqu'elle lui raconte sa vie. Puis un jour, en voguant sur internet et en la recherchant, il se rend compte qu'il y a quelques petites choses qui sont différentes de ce qu'elle lui avait dit. Et on va embarquer dans cette série qui est très prenante, je dois le dire. Je me réfrène pour regarder la suite. Si vous l'avez regardé, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? En audio, grâce à NetGalley, j'ai pu écouter le livre de Elle Cosimano, donc Finlay Donovan is Killing It. En français, ça a été traduit par Comment j'ai tué ton mari. Et il me semble que l'audio a été fait par Nancy Philippon, si je ne m'abuse. Je vous aurais sûrement mis l'image ici. Et dans ce livre, si vous ne le connaissez pas, on va rencontrer une romancière qui est en train d'échanger dans un restaurant avec son agent à propos de son prochain manuscrit. Elle lui évoque l'enquête et le meurtre en question qu'elle est en train de concevoir. L'une de leurs voisines de table les entend et elle va missionner Finlay pour qu'elle vienne tuer son mari. C'est le premier cozy mystery, cozy murder que je découvre. Ça change de l'image archaïque que je pouvais en avoir, c'est-à-dire la petite mamie qui revient dans sa ville d'enfance et qui va régler les crimes autour de pâtisseries. Voilà, ce qui est pas forcément ma came. Et en fait, j'ai été plutôt satisfaite. J'ai trouvé ça très divertissant. C'était pas extraordinaire et je suis pas aussi hypée que la plupart des gens. Mais j'ai trouvé ça très agréable et je vous avoue qu'à côté de Ma sombre Vanessa, ça m'a fait du bien. J'ai écouté le dernier album de Taylor Swift comme beaucoup de personnes, voire tout le monde. Déjà, sa campagne de promotion était absolument incroyable et le fait qu'elle a annoncé que ça soit un double album, c'était priceless. J'ai adoré tout ce que j'ai écouté. C'est peut-être pas mon préféré, mais il me reste encore beaucoup de temps pour le streamer à nouveau et être totalement obsédée par celui-ci. Voilà pour ce qui est du culturel. Je vais aller rédiger quelques petites choses, mais avant, c'est mission baguette. Je voulais aller renouveler ma carte de bibliothèque, mais en vue du temps, je suis pas sûre que je vais être chaud. Je vais essayer de continuer Ma sombre Vanessa afin que ce vlog soit posté à temps. You
just say when you want it now, and I'll be around. Turn my place all upside down. One last time, got me thinking of you. It's true, we've been loud, and I'm crushing now. I just need a minute with you, yeah. Can we skip the conversations? Get back to the nasty part. Je vous retrouve au même endroit puisque j'ai terminé Ma sombre Vanessa, paru ici chez Les Escales et traduit de l'anglais par Caroline Bouet. J'ai donc avancé dans les 100 dernières pages où je vous avais laissé et ma lecture a été dans la continuité de ce qu'elle avait déjà été antérieurement, mais avec beaucoup moins d'essor. C'est un livre qui, comme je l'ai dit, est dur. Et je vous ai longuement parlé des content warnings qu'il pouvait contenir. Mais j'avoue que la fin m'a quelque peu déçue. Elle est plus ou moins lambda et j'ai un peu la sensation qu'on pourrait la retrouver partout. Le bouquin, dans son entièreté, a des éléments et des questionnements très intéressants, très intelligibles, très pertinents. Et le fait de voir toute une histoire sous le prisme de cette narratrice est vraiment enrichissant. Maintenant, il y a d'autres petites choses qui m'ont embêtée, mais qui sont aussi le parti pris de l'autrice. Vanessa n'est pas quelqu'un d'aimable. Elle a beaucoup de réflexions qui seraient quasi anti-sororales avec les autres victimes de Strain. Et l'autre point, c'est que les personnages secondaires sont plutôt unilatéraux. La seule profondeur qu'on a, c'est l'esprit de Vanessa puisqu'on est sous son prisme, mais que pendant tout le long du récit, j'ai été énervée, j'ai été révoltée, j'ai été triste, j'ai eu des moments où ma gorge était serrée. Et c'est un livre qui, encore une fois, doit se lire en conscience. S'il y a un moment où vous ne vous sentez plus de le parcourir, vous avez tout votre droit de le refermer. Ce qui, à mon avis, donne de l'intérêt à cet ouvrage, c'est surtout le regard de la narratrice plus tard. Puisqu'on est, comme je vous l'ai dit, en temporalité alternée. C'est-à-dire qu'on va alterner entre les années 2000 et 2017 et on va voir à quel point elle peut réfléchir sur l'état dans lequel elle se trouvait et cette relation qui était totalement abusive et qu'elle représentait comme sa première histoire d'amour. On voit toutes les violences auxquelles elle doit faire face, que ça soit de la part de Strain ou d'autres hommes en règle générale. Et elle soulève des questionnements qui sont extrêmement intéressants, surtout depuis la période MeToo où se passe cette intrigue. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'autrice met en avant le fait que toutes les victimes n'ont pas forcément envie de parler, de par la difficulté des actes qu'elles ont dû subir, et que finalement, il est dur de se rendre compte que l'on a été victime et surtout de l'accepter. C'est tout le propos de cet ouvrage. C'est 450 pages qui sont longues, qui relèvent aussi de chocs narratifs volontaires de façon à interpeller le lecteur, mais entre lesquels il y a beaucoup de moments de flottement. J'ai aimé les références qui étaient faites à Nabokov, tout comme ça a été le cas à travers d'autres ouvrages que j'ai pu lire et qui traitaient de questions similaires, mais j'ai eu tellement de difficultés à entrer en empathie avec elle, même dans les années postérieures à ses agressions, qu'il m'est difficile de le placer aussi haut que d'autres. C'est peut-être le livre que j'ai eu le plus envie d'annoter. Ce qui est extrêmement bien fait, c'est qu'elle montre les nuances et les subtilités qu'il y a dans l'esprit de quelqu'un qui refuse d'être victime, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une forte tête comme c'est le cas de la narratrice. Voilà pour ce qui est de ma lecture de Ma sombre Vanessa. Il est donc l'heure de faire le bilan. Je vais tenter d'organiser ces 3 lectures et je vais vous faire l'ordre de préférence que j'ai eu à les lire. En premier, je mets Open Water, pour lequel j'ai mis 5 étoiles. À la suite, je mets Yellow Face de R.F. Kuang, auquel j'ai mis 3,75. Puis, en dernière place, je mets Ma sombre Vanessa, de Kate Elizabeth Russell. Voilà pour ce qui est de ce qu'on pourrait appeler un classement, bien que j'ai passé des moments délectables pour chacun d'entre eux, si tant est que ça puisse être le cas pour le Kate Elizabeth Russell. Pour conclure ce vlog, je pourrais dire que j'arrive bien à saisir quelles thématiques et quels livres vont me plaire à différents degrés. C'en est terminé pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas en commentaire, si vous voulez que j'en refasse à nouveau de ce type, ou si vous avez des thématiques que vous voulez voir en particulier. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à venir me retrouver sur Instagram. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao!